Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez la Jordanie, si vous aimez surtout les sites juifs en Jordanie, si vous vous questionnez, si vous vous interrogez, restez avec nous. Eliaou Atlan, prof d'histoire, spécialiste de Hebron, on ne le présente plus ou presque. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce voyage qu'il organise et surtout de ces endroits méconnus pour les Israéliens et pour les Juifs qui sont encore plus en dehors d'Israël. Ça, c'est encore une surprise pour eux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Baruch Hashem, très très bien. Sur les starting blocks, alors pour ce voyage qui aura lieu de quand à quand? Si Dieu veut, du 29 au 31 juillet. Alors, pourquoi avoir voulu et tenu, apparemment ça vous tient vraiment à cœur, organiser un voyage pour découvrir des sites juifs en Jordanie? Regardez, d'une manière générale, j'ai beaucoup de sympathie pour ce qu'on appelle le tourisme shorashim, le retour aux racines. Les gens ont l'habitude de voyager, par exemple, de faire le pèlerinage à Djerba, même s'ils ne sont pas tunisiens, mais le plaisir de voir une très ancienne synagogue. D'autres personnes vont en Europe, Kivret Tzadikim. Chaque endroit où il y a un passé juif important, je comprends l'attrait que le public juif témoigne vis-à-vis de ces endroits-là. Mais d'un autre côté, je suis très étonné, même très peiné. On est comme si on était frappé d'une espèce de myopie. Des régions, des territoires qui sont tout près de nous, qui sont à portée de main et qui sont en fin de compte notre berceau biblique. Ces régions-là, elles sont tellement près de nous qu'on les a oubliées. Okay. Alors c'est vrai que ça s'appelle la Jordanie, mais lorsque moi je voyage là-bas, c'est pas la Jordanie que je cherche. Je préfère utiliser l'expression israélienne Ever HaYarden, l'autre côté du Jourdain. Et quand on lit le livre des juges et quand on lit le livre des rois dans le Tanakh, ces régions-là, elles sont tellement évoquées, elles sont tellement décrites et elles sont tellement près de nous. Pour vous, pour ce qui est écrit aussi dans la Bible, dans la Halakha, c'est une partie d'Eretz Israël. Tout à fait, comme vous avez dit, pour la halakha, pas pour moi de manière précise. Ok, alors on va voir plein de choses avec vous pendant ce voyage. Le mont Nevo, la ville de Madaba, on va en parler, Kasser El Abed, alors peut-être que pour les gens ça ne veut rien dire, Petra bien sûr. Alors le mont Nevo, qu'est-ce que vous allez montrer, puisque j'imagine que vous allez parler de la sépulture de Moshe Rabbeinu, mais la sépulture, on ne la connaît pas, on ne sait pas où elle est. Tout à fait, vous avez raison. On ignore l'endroit précis de la sépulture, mais depuis des milliers d'années, on est capable de localiser le mont Nevo. D'ailleurs, comme on a eu l'occasion de le dire tout à l'heure, à partir de maintenant, dans la lecture de la Parashat HaShavua, on rentre dans les parachutes du Ever HaYarden. C'est-à-dire que les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, et on va rentrer en Eretz Israël, pour parler en termes modernes, par la Jordanie. Vous comprenez ? Alors justement, qu'est-ce qu'on y voit s'il n'y a pas de sépulture? Enfin, pour les chrétiens, oui, il y en a une, pour nous, non. Qu'est-ce qu'on y voit ? Maintenant, ce qu'on y voit, et c'est très émouvant, croyez-moi, c'est ce panorama du mont Nevo. Lorsqu'on a devant nous tout Eretz Israël qui s'étale comme ça sur un paysage tout à fait prenant. Et de cet endroit-là, du sommet du mont Nevo, on peut lire ce verset terrible que Akadosh Baruch Hu dira à Moshe, Lo ta'avor et hayarden hazeh. C'est ici que ça s'est passé. Quand il lui montre Eretz Israël, il lui dit tu ne rentreras pas en Israël. Toi, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Donc c'est là-bas. C'est là-bas que ça se passe, Ken. Et de là, on peut imaginer encore une fois le plus grand de nos prophètes qui est au sommet de ce mont Nebo, et tout Israël qui attend, qui espère peut-être qu'il y aura un changement de programme et que Moshe Ken pourra rentrer avec eux. Et d'ailleurs, le jour où on arrivera en Jordanie, le dimanche 29 juillet, Ken, c'est le lendemain du Shabbat Vaïtranan. C'est-à-dire, Moshe, il essaye, il va supplier, il va essayer de trouver toutes les raisons possibles de ne pas mourir ici et de rentrer en Eretz Israël. Alors, on est à combien de kilomètres d'Israël quand on est au-dessus du mont Nevo? Vous posez une très très bonne question. Pourquoi ? Parce que le contexte géopolitique, des fois, nous donne l'impression que
que ces pays-là, ces villes-là, sont très loin de nous. Pendant très longtemps, on a été en guerre avec ces pays-là. Donc pour nous, c'est quelque chose d'intouchable, d'infranchissable. Et quand on est sur le mont Nebo, comme beaucoup de sites où il y a un très très beau panorama, les Jordaniens ont organisé une grande plaque de marbre avec des flèches. Le point noir, vous êtes ici, et la flèche, elle indique une direction, elle indique une ville, et elle indique aussi la distance. Et vous voyez, du mont Nebo, vous êtes à 18 km de Jérusalem. Du mont Nebo, vous êtes à 32 km de Hebron. Du mont Nebo, vous êtes à 26 km de Jéricho. C'est-à-dire qu'on a des distances tout à fait ridicules. Et encore une fois, pour les raisons que nous avons évoquées, on a l'impression que c'est très très loin de nous. Bon, alors j'imagine que ça doit être un moment très émouvant de se retrouver dans la même posture que nos ancêtres, que Moshe Rabbeinu. Ça doit être vraiment quelque chose de très spécial. Et on comprend que vous y retourniez pour la 4e fois, parce qu'apparemment ça vous remue beaucoup. Ça me touche beaucoup, effectivement, et j'ai beaucoup de plaisir aussi de faire partager cette émotion à un public qui aime Eretz Israël et qui se réveille, qui découvre que ça existe, ça aussi. Alors, la Jordanie, ce n'est pas seulement des points de vue qu'on décrit dans la Bible, c'est aussi des endroits où il y a des traces concrètes de notre passage. Et je pense à la ville de Madaba, comme on dit en jordanien. Alors en hébreu, c'est un petit peu différent. Medba. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on y trouve dans cette ville ? Alors il faut savoir avant tout que la ville de Medba a été sous contrôle juif à l'époque de la dynastie hasmonéenne. Okay? Donc durant plusieurs générations, Medba était une ville juive, une ville sous le contrôle des rois hasmonéens. Maintenant, à partir du 3e, 4e siècle, à l'époque byzantine, c'est l'époque où les empereurs de Byzance vont tout faire pour christianiser Eretz Israël, et elle va devenir une ville chrétienne, une ville qui va devenir la capitale de la mosaïque dans tout le Moyen-Orient chrétien bien sûr. Et à Madaba, on trouve une ancienne église, le vestige d'une ancienne église, aujourd'hui qui est devenue un musée, et dans le parterre de cette ancienne église, on a retrouvé la plus grande carte d'Eretz Israël. Et cette carte-là, elle nous indique... En mosaïque. C'est quelque chose qui doit faire comme 20 mètres carrés, 30 mètres carrés. Okay? Et on apprend des choses très sympathiques. Par exemple, aujourd'hui, lorsque nous avons une carte, on cherche le nord, n'est-ce pas ? Maintenant, des fois, on oublie la sémantique des mots. Le fait qu'on dit on va s'orienter. Qu'est-ce que c'est à la base le mot orienter ? C'est chercher l'Orient, trouver le Mizrach, vous comprenez ? Alors cette carte-là, comme toutes les cartes antiques, elle n'est pas dirigée vers le nord. Le nord, c'est le nord magnétique qu'on a découvert au XVIe siècle. Alors toutes les anciennes cartes de l'Antiquité, elles sont dirigées vers là où le soleil se lève, vers l'Orient, vous comprenez ? Et on voit des choses qui ne peuvent pas ne pas éveiller notre curiosité. Alors justement, parce que c'est vraiment très intéressant de savoir qu'il y a des tas de vestiges juifs en Jordanie. On imagine mal, peut-être que je me trompe, mais les autorités jordaniennes les préserver. Alors comment ça s'organise ? Parce que pour aller les voir, il faut qu'elles soient quand même dans un état de préservation. Vous avez raison. Les autorités jordaniennes respectent les lieux, les entretiennent, mais ne font rien pour mettre en valeur le passé juif. Par exemple, il y a aujourd'hui la plus belle cité romaine, gréco-romaine qui reste dans le monde entier, c'est au nord de la Jordanie, une ville qui s'appelle Jerash. Et dans cette ville de Jerash, je me rappelle, on avait été il y a quelques années avec notre ami Gilles Pérez, c'est l'occasion de le saluer. Mais on le salue, on l'embrasse bien fort. Et on a dû chercher pendant 2 heures la synagogue. Et il y a juste un petit panneau qui est mis de manière à ne pas mettre la synagogue en valeur. Et donc, les Jordaniens ne vont rien faire pour briser, pour casser les restes de cette synagogue. Mais ils l'entretiennent, mais une fois, on garde un profil très très bas en ce qui concerne
l'aspect juif de ce site-là. Ok. Alors, vous avez aussi eu un petit coup de cœur pour le palais d'un ministre. Voilà, c'est la famille Touvia, apparemment, qui avait construit ce palais. Il est juste derrière moi. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de me pousser. Peut-être que vous allez l'apercevoir. Voilà, là, c'est ce qu'on écrit. Voilà, on le voit. Très bien, on le voit à l'image. Donc, très beau palais, magnifique. Voilà, exactement. Là, on est au début de la période helléniste en Eretz Israël. On est à quelques années après que Alexandre le Grand va faire la conquête d'Eretz Israël. On est dans quelle ville, hein ? Là, on n'est pas dans une ville, on est dans la campagne. On est à 13 km à l'est de Amman, dans un endroit où Yosef Mibet Touvia, donc de la famille de Touvia, va devenir gouverneur de toute Ever Hayarden, de toute la Jordanie actuelle. C'est une époque où Eretz Israël est sous la domination de l'Égypte hellénistique. Et il est responsable du ramassage des impôts pour toute cette région. Donc il ne doit pas être très apprécié. Donc exactement, c'est un personnage très cruel, mais très efficace dans son travail. Et il va devenir très très riche. Et là, il a construit un palais tout à fait remarquable. Ce palais-là, il est surélevé, comme on le voit bien sur la photo. Et Flavius Joseph nous dit qu'autour de son palais, il a construit, il a aménagé un lac artificiel. Et Flavius Joseph nous explique, il a fait ça pour des questions de sécurité. Il était conscient qu'un jour, il pouvait être victime d'une révolte des habitants. Alors, et donc, il a fait en sorte de créer des éléments naturels pour le protéger. Exactement. Avec de l'eau autour de son palais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble à Hebron. Ça ressemble beaucoup au bâtiment hérodien, donc de la Meharat HaMarpela. Et vous savez, le grand problème des historiens, c'est qu'on est pratiquement sûr que la Meharat HaMarpela a été construite par le roi Hérode, mais on n'a aucun écrit. Et il y a certains historiens israéliens qui contestent le fait que Hérode a construit la Meharat HaMarpela, et ils disent aujourd'hui, trop souvent, la tendance est de dire, chaque fois on a un vestige monumental extraordinaire, automatiquement on colle le roi Hérode. Il dit, moi je vous donne une preuve, le palais de Touvia, il a été construit plus de 100 ans avant le règne de Hérode, et regardez, il est aussi beau, peut-être même plus beau que le bâtiment de la Meharat HaMarpela. Donc les Juifs étaient capables de construire des choses monumentales, des choses majestueuses, même sans le roi Hérode. Alors on comprend que voyager en Jordanie, c'est désormais possible, bien que ce soit une région où c'est quand même encore compliqué de manger cachère. Je crois qu'il n'y a rien pour ça. C'est pas très organisé, contrairement à d'autres endroits, notamment la Syrie, Téhéran. Vous avez raison. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, aujourd'hui on peut manger cachère en Syrie. Aujourd'hui, on peut manger cachère à Téhéran. Il paraît qu'il y a 7 restaurants cachère à Téhéran. Et la Jordanie qui est tout près de nous. Et la Jordanie qui est un pays modéré. Alors, jusqu'à présent, il n'y a pas de communauté juive. Il y a l'ambassade israélienne, mais de ce côté-là... Il n'y a pas de Chabadnikim non plus. Il n'y a pas de Chabad non plus, Ken. Et donc, de manger cachère en Jordanie, c'est quelque chose d'assez complexe. Mais je pense qu'avec un peu de bonne volonté, on peut s'organiser. On peut s'organiser. Et peut-être. Est-ce que c'est safe de voyager en Jordanie ? Tout à fait. Regardez. Encore une fois, là aussi, l'image elle est un peu complexe. Comme pratiquement tous les pays arabes, la Jordanie, c'est pas une démocratie. C'est-à-dire que vous voyez dans la rue beaucoup de policiers, beaucoup d'armées. Mais jusqu'à présent, c'est votre métier, vous êtes dans la presse. Essayez de vous rappeler quand c'est qu'il y a eu le dernier attentat en Jordanie. On va se taire. On va se taire. Vaut mieux. Bon, alors, Eliaou Atlan, on va profiter quand même de votre présence pour parler du site le plus connu, on va dire, à travers le monde. C'est forcément Petra, à Sela Adom, le rocher rouge. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Petra ou que de nom, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que Petra. On voit juste la photo derrière vous, on la voit aussi à l'image. Il y a aussi une chanson dans la culture israélienne très connue qu'on entend juste maintenant. On va la laisser diffuser un peu. Alors, on ne fait pas toujours le lien entre cette chanson très connue et le site de Petra.
Et pourtant. et pourtant, il existe, exactement. Il faut se rappeler que jusque dans les années 70, l'État d'Israël est en état de siège. C'est-à-dire que toutes nos frontières... On n'a pas de frontières. On a des lignes de cessez-le-feu. Vous comprenez ? Et en 76, 77, l'accord de paix avec l'Égypte et après avec la Jordanie. Donc ça nous a permis un peu de respirer. Mais il faut se rappeler que cet État-là, il n'a pas toujours été accepté par de jeunes Israéliens. Maintenant, nous sommes dans les années 50. Cet état de paix-là. Non, je parle de cet état de siège. Cet état de... on n'a pas de frontières ouvertes. Ah, d'accord. Okay. Alors, on se rappelle dans les années 50, Ariel Sharon va, sous la demande de Ben Gurion, va créer une unité spéciale. Une unité mythique, une unité légendaire, toutes les qualificatifs sont justes. La fameuse unité Me'av Echad, l'unité 101. Et cette unité-là va faire des actions spectaculaires. D'ailleurs, jusqu'à présent, la majorité de ces actions-là sont encore secrètes. On n'a pas la permission de les dévoiler. Mais ces jeunes-là qui ont fait, dans le cadre de leur service militaire, qui ont fait des prouesses tellement extraordinaires, en se libérant, en retournant dans la vie civile, ils ont gardé encore le goût de cette aventure-là. Et eux, ils vont décider de ne pas prendre en considération que ces frontières-là nous sont interdites. Et un des premiers, ça va être Meir Artzion, le personnage le plus célèbre de cette unité-là, qui va entreprendre le voyage au Sela Adom. Et il va revenir et ça va enflammer. Alors, vous allez finir l'histoire, bien sûr, mais rappelez-nous, juste pour nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Petra ? Alors, Petra, c'est une cité nabatéenne. Les Nabatéens, pendant des centaines d'années, ont été un peuple de nomades. Et à une certaine époque, à peu près au IIe siècle avant l'ère chrétienne, ces nomades-là vont s'installer et ils vont connaître, le royaume nabatéen va connaître une progression fulgurante. Et ils vont créer une société extrêmement matérialiste. Et entre autres, ils vont développer la ville de Petra, qui est une ville, en fin de compte, qui est une ville mortuaire. Maintenant, tout est gravé et sculpté dans le roc, dans la falaise. J'imagine qu'il y a eu des milliers d'esclaves qui ont dû mourir pour créer ces bâtiments tout à fait remarquables, tout à fait extraordinaires. Et les Romains vont venir mettre un terme à l'histoire du royaume nabatéen indépendant et ils vont conquérir Petra. Maintenant, aujourd'hui, le site de Petra est considéré à juste titre comme une des 7 merveilles du monde. C'est des choses qui ont été faites, encore une fois, des bâtiments qui ont été gravés dans la falaise, qui ont été sculptés dans la falaise. Et donc, ça a été retrouvé à peu près au milieu du 19e siècle par un chercheur suisse. Ensuite, des archéologues français vont venir. Le fameux peintre anglais David Roberts va arriver aussi à Petra et il va dessiner les merveilleux dessins qu'on lui connaît. Et c'est ainsi que Petra va ressortir de l'oubli. En 1929 seulement, on commence à faire les premières fouilles. C'est un juif anglais qui va financer ces fouilles-là. Et dans les années à peu près 50-60, le gouvernement jordanien va prendre conscience de la valeur de ce site-là pour en faire aujourd'hui un des sites les plus visités au monde. Un des sites les plus visités au monde. Et puis pour nous, quand on entend cette chanson, on comprend aussi que ces héros de cette unité 101, ces jeunes pour qui Israël n'avait pas de frontières, eh bien, certains ont perdu la vie en allant visiter Petra, enfin en allant se rendant à Petra, tout simplement. Et c'est une chanson qui reste dans la mémoire collective. Tout à fait, spécialement dans les gens qui ont fréquenté les mouvements de jeunesse ou quoi, on a beaucoup chanté cette chanson. Tout à l'heure, vous avez vérifié, elle a été écrite par Chaim Hefer, qui a écrit les paroles, et Yochanan Zarai qui a écrit cette très très belle musique. Et il faut savoir que cette chanson, elle a été écrite en hommage à ces jeunes-là. Et certains y ont perdu la vie. Et en hommage à ces personnes-là précisément qui ont perdu la vie. Et lorsque la chanson est sortie, David Ben Gurion est rentré dans une grande colère. Et il est parti voir les personnes qui ont écrit la chanson. Il leur dit, vous êtes
vous n'êtes pas conscient que cette chanson-là, votre chanson, va encourager d'autres jeunes à faire ce voyage-là. Et durant plus d'une dizaine d'années, la chanson a été interdite sur les ondes en Israël. Censurée. Elle a été censurée, tout à fait. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le contexte géopolitique a changé. On a la possibilité de voyager à Petra sans, comme on dit en hébreu, lignov et agvul, sans rentrer de manière illégale dans le pays. On peut bénéficier d'une hospitalité jordanienne, d'une qualité d'accueil. Et je pense que c'est très dommage de ne pas en profiter. Bon, alors si vous avez envie, voilà, en tout cas vous nous avez donné envie, je peux vous le dire, Eliaou Atlan, bien d'aller sur les traces de la judaïté, on peut dire ça comme ça, sur les traces de nos ancêtres aussi. C'est le territoire de Gad, Réhouven et la demi-tribu de Ménaché. Le Ever Yarden. Voilà, donc si vous avez envie d'aller découvrir tout ça, bien vous pouvez vous joindre au voyage qu'organise, c'est le 4e qu'organise Eliaou Atlan du 29 au 31 juillet. On peut vous trouver sur votre page Facebook pour avoir plus de détails? Oui. Eliaou Atlan, c'est possible? On peut me trouver sur la page Facebook. Ou par téléphone? Ou par téléphone. Vous pouvez le donner, allez-y. Alors c'est le 052 592 5511. Voilà, ok. Bien, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et puis, bon voyage alors. Merci beaucoup. Revenez vite quand même. Avec l'aide de Dieu. Voilà, ciao, bye. Merci beaucoup. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.